مساء الخير إلى جميع المشاهدين في لبنان والعالم. دوى صوت الرصاص، فاحتميت وراء جدار غرفة النوم للحظات ربما. هدأ صوت الرصاص، نظرت إلى الخارج فإذا بعشرات الجثث ممددة على الطريق. حرب لبنان اندلعت أمام نصب عيني. هذا الكلام هو لأمين معلوف، عمود الأدب الفرنسي اليوم، الذي حمل ألمه ووجعه ليرتمي في أحضان باريس مع بداية الأحداث في العام 1976، فإذا به يعانق لغة موليير، يراقصها، يتمايل معها من خلال روايات ألهبت خيالنا وأضحت بالتالي محطات انتظار وعلامات فارقة في أدبنا المعاصر. لائق، خجول وبليغ، بعيد عن قرع الطبول، مع أنه يعيش في قلب الجعجعة. أحاوره من على ضفاف بحيرة السين في هذه الليلة الخريفية من سماء العاصمة الفرنسية. أمين معلوف، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. بيسعدني التقي فيك، بيسعدني حورك، وبيسعدني أني أسمح أو أتيح الفرصة للمشاهدين العرب أنهم يتعرفوا عليك أو يتعرفوا على أوجه حياتك المختلفة. حقيقة حوارنا ليلة أردت أنه يكون باللغة الفرنسية لأسباب بتخصك رح تقلنا عنها. إذا بالبداية سؤالي البديهي هو: ليش هذه اللغة سحرتك بالوقت اللي لغتك الأم لغة راقية تحمل معاني ومعايير قيمة وغنية؟ الحقيقة رح أبدأ بالعربي مثل ما أنت بديت بالعربي، وبالتأكيد اللغة العربية هي لغتي، وهذه اللغة اللي حكيتها معظم حياتي وكتبت فيها. يعني أنا أول ما بديت أكتب كتبت باللغة العربية، كتبت بالصحافة العربية. طبعا أنا جاي من عائلة بتعطي أهمية خاصة لمعرفة اللغة العربية والتملك من اللغة العربية. السبب اللي من أجله بفضل أعمل مقابلات باللغة الفرنسية إنه صار لي شي 28 سنة بفرنسا، والتلفزيون والإذاعة في نوع من الآلية الفكرية الواحد يقدر يتعاطى معهم. مفروض الكلمات تجي بشكل تلقائي. أنا الكلمات عندي باللغة العربية بدي أتوقف تفتش عليها، وهذا شيء بالنسبة للتلفزيون مزعج. ومشان هيك خاصة بعدد من المواضيع تعودت إنه تجيني الكلمات باللغة الفرنسية. ومشان هيك مش هروبا من اللغة العربية يلي بتبقى لغتي يعني، وبتبقى لغة أساسية بالنسبة لي، وبكتب فيها أشياء من وقت لآخر. بس حياة الغربة فرضت علي أشياء معينة. إذا ننطلق نحن بالأسئلة باللغة الفرنسية والإجابات طبعا باللغة الفرنسية. أمين معلوف, comme vous venez de dire, vous avez été dompté par la langue française et à votre tour, vous l'avez complètement apprivoisé. Dans votre roman, Le périple de Baldassare, vous dites « D'autres que moi écrivent comme ils parlent. Moi, j'écris comme je me tais. » Comment se résume chez vous la valeur du silence? Je viens d'une tradition de silence, en fait. Dans ma famille, on parle peu. C'est même un sujet de plaisanterie dans notre famille, parce qu'il y a plusieurs membres de la famille, dont moi-même, qui peuvent rester longtemps comme ça, silencieux, et ça ne les dérange pas. Moi, quand j'étais petit, je pouvais rester avec mes parents et leurs amis pendant des heures. J'étais très heureux de les écouter et je n'éprouvais jamais le besoin d'intervenir. Et quelquefois, ma mère me disait احكي كلمة أحسن ما يفتكروك ما بتعرف تحكي أو. Et donc, pour ne pas trop paraître incapable de parler, je disais quelques mots, mais ça me coûtait. Et je vous dirais que jusqu'à présent, ça me coûte de parler. Je n'aime pas parler. J'aime beaucoup écouter. Et j'aime voguer dans mes pensées. J'aime écrire aussi. Mais c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui aime parler.
Amin Malouf, pourquoi vous écrivez? Parce que je ne sais rien faire d'autre. Je crois que je viens d'une tradition familiale où on écrit. J'ai toujours vu mon père écrire. Et pour moi, travailler, c'était écrire. Je n'ai jamais appris autre chose. Je n'ai jamais associé le travail à autre chose que l'écriture. Mon père écrivait et il enseignait. J'aurais pu devenir écrivain ou enseignant. Je ne suis pas devenu enseignant pour diverses raisons. L'une de ces raisons, en fait, ce n'est pas la seule, mais ça c'est mon analyse après coup. L'une de ces raisons, c'est que mon père enseignait dans le système américain. Il enseignait à l'université américaine, et il enseignait en anglais ou en arabe. Et moi, je ne pouvais pas entrer dans ce système puisque j'ai fait mes études dans un système français. Et je ne suis pas entré dans l'autre système non plus. Donc, en matière d'enseignement, j'étais constamment entre deux systèmes. Et j'ai même le sentiment que j'ai raté un peu mon enseignement universitaire. Je n'étais pas très motivé. Je n'étudiais pas vraiment les matières qui m'intéressaient. J'aurais dû faire par exemple des études d'histoire. Je n'ai pas fait d'études d'histoire, pour une raison qui aujourd'hui me paraît insignifiante, mais je n'ai pas fait d'études d'histoire. J'aurais probablement dû étudier la littérature, parce que c'est ce qui est devenu ma passion plus tard. Je n'ai pas étudié la littérature. Votre passion et votre profession aussi. Et ma profession effectivement, mais j'ai étudié de la sociologie et l'économie. Et à vrai dire, je n'ai jamais travaillé, ni eu envie de travailler, ni dans un domaine, ni dans l'autre, ni en sociologie, ni en économie. Mais cela n'empêche pas que vous êtes un fin psychologue dans vos écrits, dans vos romans. Je ne sais pas si les études m'ont aidé pour cela. Peut-être. Mais j'avais le sentiment, lorsque j'avais 20 ans, ou un peu moins, un peu plus, que j'avais besoin de ces outils pour comprendre la société. C'est surtout ça. De toute façon, on va en reparler plus tard. Je sentais que j'avais besoin de ces outils. J'en suis moins sûr aujourd'hui. Mais j'avais ce sentiment à 20 ans. Et donc, j'ai fait des études qui ne correspondaient pas à ce que j'aimais profondément. Bon, l'écriture, cette passion que vous portez en vous, l'écriture, qui est votre profession, est-ce une mission? Et si c'est une mission, comment vous la concevez? Je n'aimerais pas parler de mission, même si je ne vous démentirai pas. Il y a certainement un aspect mission dans ce que je fais. Je pense que quand on est un peu à la frontière entre deux mondes, on a envie que chacun de ces deux mondes comprenne l'autre. Et ça, c'est une motivation fondamentale. On peut dire que c'est une mission. Et je pense qu'en cela, je suis très libanais. Je pense que ce que je fais, c'est ce qu'un Libanais a envie de faire, en réalité. Essayer de traduire le monde arabe pour l'Occident et de traduire l'Occident pour le monde arabe, jouer un peu les passerelles. C'est un peu ce que le Liban fait, c'est un peu ce que je veux faire. Bon, chacun de nous sait que c'est une chose difficile. C'est difficile pour le Liban et c'est difficile pour chaque Libanais en particulier. Donc votre mission, c'est créer cette passerelle entre l'Orient et l'Occident. Amin Malouf, estimez-vous être un homme engagé? Oui et non. Si on entend par engagé quelqu'un qui est engagé en politique, ce qui est souvent l'acceptation de ce mot, non, je ne suis pas un homme engagé. Je n'ai aucune envie de m'engager en politique, je n'ai aucune envie de jouer un rôle politique. C'est une chose qui m'a traversé l'esprit lorsque j'avais 20 ans, effectivement, mais certainement, ça ne fait pas partie ça fait certainement pas partie de mes objectifs, ni aujourd'hui ni demain. De ce point de vue, je n'ai aucune envie non plus de m'engager dans un parti politique quelconque. Je n'ai aucune envie de m'engager dans une action politique, quelle qu'elle soit. Je suis vraiment très loin. Je m'intéresse toujours à la politique, mais je m'y intéresse uniquement, mais exclusivement, en tant qu'observateur. Je peux être avec des amis et réfléchir à voix haute avec eux
sur des événements, mais je n'ai aucune envie d'intervenir en politique. J'ai fait un choix un jour dans ma vie, un choix qui est irréversible, c'est de m'occuper de littérature. Et c'est un choix qui, je ne dirais pas qu'il me satisfait tous les jours, mais dans l'ensemble, c'est un choix qui m'a donné des satisfactions, qui m'a réconcilié avec moi-même. Je pense que c'est ce que j'ai toujours eu envie de faire, même si à certains moments de ma vie, je n'en avais pas vraiment conscience. Et certainement que je ne changerai pas ce choix-là jusqu'à la fin de ma vie. Bon, mais le journaliste qui dort en vous, le journaliste qui aspire à une réforme sociale, politique, le journaliste qui est cet objecteur de conscience, le journaliste qui est cet instigateur de révolution, ne souhaite-t-il pas, à travers ces mots, de voir le monde changer? Si, je souhaite voir le monde changer, et il y a à l'intérieur de moi un bouillonnement qui n'est pas plus faible aujourd'hui qu'il ne l'était lorsque j'avais 20 ans. En même temps, j'ai un autre moyen de manifester cette envie de voir le monde changer. Je le fais à travers mes romans et je le fais quelquefois à travers des textes qui expriment mon opinion sur la marche du monde, qui est une opinion critique et souvent, je ne dirais pas, certainement pas désespérée, mais inquiète, profondément inquiète. Mais je n'ai pas envie d'intervenir à chaud. Je n'ai jamais envie d'écrire un article pour répondre à quelque chose ou pour prendre position. Jamais je n'ai envie de ça. Je réagis moi-même, chez moi, dans un cercle d'amis proches, donc à titre purement privé. Mais si j'ai quelque chose à dire, je le dis une fois tous les 3-4 ans dans un livre. Estimez-vous que les mots peuvent-ils toujours mener à un changement quelconque? Il faut faire semblant de le croire. C'est comme lorsque il y a des élections que vous allez voter. Il faut voter parce que vous vous sentirez culpabilisé si vous n'exprimez pas votre opinion, si vous ne participez pas à un vote. En même temps, ce serait très présomptueux de se dire « je vote parce que ça va changer quelque chose » ou « ça va faire élire quelqu'un ». Vous votez parce que vous pensez que chaque voix peut contribuer à ce que vous souhaitez. Et moi, j'écris de la même manière. Je pense qu'il faut écrire, il faut essayer d'aller dans le sens que l'on considère juste. Et je ne me fais pas d'illusions sur les effets de ce que j'écris. Je pense que ça peut avoir un effet, mais je n'en suis absolument pas sûr, honnêtement. Amin Maalouf, à l'Île-Dieu, vous retrouvez vos odeurs et vos passions dans une petite maison pêcheur que vous possédez. Est-ce l'endroit idéal pour imaginer, pour écrire, pour se ressourcer? Un endroit idéal, oui, c'est-à-dire ça aurait pu être un autre endroit, mais les circonstances ont voulu, pour mon plaisir et pour mon bonheur, que je trouve ce lieu, qui est un lieu de grande sérénité. Et c'est vrai que j'y passe de plus en plus de temps et que la qualité de concentration que j'ai là-bas est bien supérieure à celle que j'ai à Paris. À Paris, je peux me concentrer sur un livre. Je peux travailler pendant quelques jours, quelques semaines sur un texte, mais je sens profondément que si je veux être plongé totalement dans un roman ou dans un essai ou dans ce que j'écris, je suis mieux là-bas. Amin Maalouf, on va s'arrêter avec une pause avec la publicité. Qu'est-ce que vous en pensez? استراحة مع الإعلان نرجع نتابع لقائنا وحوارنا مع الروائي الكبير أمين معلوف. خليكن معنا. Amin
أمين معلوف ضيف وراء الوجوه مساء الخير مرة تانية. Vous avez dit une fois, le jour où j'ai décidé d'écrire, j'ai renoncé à beaucoup de choses. Ces choses, ces petits plaisirs de la vie, ont-ils été occultés par la magie d'écriture à un point où vous n'y songez plus? En fait, j'ai renoncé à des choses, mais ça ne me coûte pas vraiment. On vient d'en parler, j'ai renoncé une fois pour toutes à un autre univers que celui de l'écriture, mais ça ne me coûte pas vraiment. J'ai renoncé à avoir une activité professionnelle normale. À un moment donné, c'était compliqué parce que la gestion du temps n'est pas facile quand on travaille uniquement chez soi à l'écriture, mais je ne le regrette pas non plus. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de vie mondaine à laquelle j'ai renoncé pour vivre un peu en ermite, mais ça aussi, ça ne me coûte pas du tout. Les faiblesses de l'homme à l'égard des détails. Comment vous nourrissez-vous afin de pouvoir les vaincre? Il y a une phrase qui m'a toujours impressionné et que j'ai toujours considérée comme une devise, et qui dit en arabe « Laysa al-ghina bi-shay bil-'an ash-shay ». Il faut savoir se passer de beaucoup de choses, parce que beaucoup de choses dans la vie sont superflues. Et je pense qu'on peut se contenter de beaucoup moins que ce que l'on a. De même, on peut aussi passer sa vie à poursuivre des choses qui nous paraissent indispensables et qui ne le sont pas. Et honnêtement, moi, je peux me satisfaire de très peu de choses. Je n'ai pas beaucoup de besoins. J'aime bien profiter de la vie quand des choses se présentent, mais je suis totalement capable, comme un chameau du désert, de traverser de longues routes sans boire et sans manger. Bon, mais écrire des livres vous suffirait pour être un homme heureux? Heureux est un mot un peu complexe. Écrire, ce n'est pas seulement du bonheur. Il y a le bonheur, il y a aussi la souffrance, il y a l'épreuve, il y a l'angoisse. Et donc, le fait d'écrire n'est pas une joie permanente. En tout cas, moi, je ne le vis pas comme cela. J'ai plutôt l'impression qu'il y a aussi tous les jours des souffrances. Je suis quelqu'un d'exigeant. Et donc, je ne me satisfais jamais de ce que je fais. Je n'écris jamais une page sans la relire 20 ou 30 ou 40 fois et de modifier des choses. Et donc, ce n'est pas une fête permanente. Mais en même temps, je fais ce que j'ai envie de faire. J'ai choisi cette vie. On ne m'a pas obligé. J'assume ce choix et je ne le changerai pas. Vous êtes un homme heureux? Dans l'ensemble, oui. Honnêtement, il faut jamais présumer, mais c'est vrai que je suis heureux parce que je me satisfais de peu de choses. Il me suffit que les gens autour de moi soient heureux et que je sois à peu près en bonne santé. Je n'exige pas grand-chose d'autre en réalité. Dans la partie d'avant, en parlant de Île-Dieu, vous avez évoqué le mot sérénité. Vous avez estimé que cet endroit n'est pas l'endroit idéal, il est vrai, mais il vous assure, il vous procure une certaine sérénité. Dites-moi, est-ce qu'il y a une différence entre la sérénité et la sagesse? Il y a une différence, mais ce sont des vertus très proches. C'est une différence de nuance et de fonction. La sérénité vient d'un lieu, vient d'un environnement, vient d'un cadre de vie et de conditions de vie. Et je suis un homme qui recherche la sérénité. Je recherche la sérénité aux dépens du tapage. Même si par mon activité d'écriture, je dois assumer un rôle public, je ne le fais pas avec plaisir.
Ce n'est pas une chose que je fais spontanément et je le fais au minimum possible. Je me sens plus à l'aise quand je suis caché. L'idéal pour moi aurait été que mes livres sortent et qu'ils aient leur vie et que moi je n'apparaisse jamais. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. La sagesse, ça vient plutôt de l'intérieur. Êtes-vous un homme sage? Je m'efforce de l'être. En tout cas, je donne beaucoup d'importance. Dans mon échelle de valeur, je donne beaucoup d'importance à la sagesse et à la sérénité. Vous êtes serein, vous êtes sage. Je m'efforce d'être serein et sage, disons. Amin Maalouf, est-ce que vos livres vous protègent? Je ne sais pas si la fonction d'un livre est de protéger l'auteur. Il l'expose et le protège en même temps. Mais ce n'est pas ce qui me serait venu à l'esprit en premier. Je ne vois pas dans les livres une protection. Mais on se cache souvent derrière son roman. Est-ce que c'est le cas chez vous? Ah oui, dans ce sens, c'est vrai. Dans ce sens, oui. Je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup parler à la première personne. Je suis quelqu'un qui est beaucoup plus à l'aise quand il parle de choses plus éloignées, dans l'espace et dans le temps. J'ai dû faire un effort sur moi-même pour parler dernièrement de ma famille, parce qu'il fallait que j'en parle pour eux, pour mon grand-père et pour sa génération, mais ce n'est pas une chose que je fais spontanément. Moi, j'ai plutôt envie de parler de choses qui sont loin de moi. C'est pour cela qu'il y a des sujets qui paraissent évidents pour quelqu'un d'extérieur. Pourquoi je ne parle pas de la guerre du Liban? Pourquoi je ne parle pas de telle ou telle chose que j'ai vécue? Mais justement, quand je vis une situation, je n'ai pas du tout envie d'en parler. Et c'était le cas déjà quand j'étais journaliste. Quand j'étais journaliste, même au début de la guerre du Liban et avant, je ne parlais jamais de la guerre ni du Liban. J'allais au Vietnam pour parler du Vietnam, j'allais en Éthiopie. Je n'ai jamais envie de parler de choses qui me touchent de trop près. Par pudeur, par timidité, pourquoi? Les deux. Par pudeur, par timidité, par peur de ne pas être suffisamment serein. Amin Maalouf, vous êtes jeune, vous avez 55 ans. Comment vous voyez la littérature d'Amin Maalouf dans les années à venir? Je crois qu'on est totalement incapable de voir son propre parcours comme les autres le voient de l'extérieur. Ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai envie de continuer à écrire. J'ai des projets de livres, des projets de romans, des projets d'essais, des projets de pièces de théâtre, des projets de livrets d'opéra, toutes sortes de projets. Et j'ai envie de les mener le plus loin possible. Et donc, honnêtement, je ne sais pas combien d'années je vivrai. Évidemment, personne ne le sait, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis sûr que je ne vivrai pas assez pour finir tous les projets que j'ai, parce que j'ai des projets pour des dizaines et des dizaines d'années. Des Lions l'Africain à Samarcande, des Jardins de Lumière, Rocher Tanios, la fiction a été le trait commun, entre autres. Dans Origine, votre dernier livre, ce fut la réalité. Est-ce que la réalité est une vraie rupture de ce que vous avez commencé, ou bien c'est une vraie continuité? Je n'ai pas le sentiment qu'il y a une rupture. En fait, ce que j'ai fait dans Origine était un peu dicté par le sujet. Au début, j'étais tenté de faire un roman. J'étais tenté de recourir à la fiction pour raconter l'histoire de ma famille. Et puis, à mesure que j'avançais dans ma recherche, je voyais que les éléments dont j'avais besoin, je les avais. Je n'avais pas besoin d'inventer. Et en plus, j'avais le sentiment que je n'avais pas vraiment le droit, moralement, de parler de la vie de mon grand-père, par exemple, et de l'attribuer à quelqu'un d'autre dont j'aurais inventé le nom. De prendre les écrits, les lettres qu'il a écrites,
et de les attribuer à quelqu'un d'autre dont j'aurais inventé le nom. Je n'avais pas le droit, c'est sa vie. Il a souffert de n'avoir pas pu sortir à la lumière pendant sa vie. Je lui dois cela, je lui dois de parler de lui et de sa vie en le nommant et en le faisant connaître. Et donc j'ai renoncé très vite à écrire un roman. Continuerez-vous toujours à travailler sur les thèmes de l'Orient, de la Méditerranée, de l'Afrique, au moment où dans le monde entier, on essaye de s'en éloigner? Non, je vais continuer à en parler. Je vais essayer aussi de continuer à parler de certains aspects de l'histoire de ma famille, et notamment de la génération de mon père, dont je n'ai pas encore vraiment parlé. Mais pas uniquement de cela. C'est-à-dire, si je vous montrais tous les projets que j'ai, c'est vraiment, ça couvre toutes sortes de régions, de thèmes, les uns historiques, les autres pas historiques, les uns liés à l'Orient, les autres sans rapport direct à l'Orient. J'ai envie d'écrire en réalité, j'ai envie d'écrire beaucoup de choses, et les sujets, je ne me les impose pas à l'avance. Je ne me dis pas, je vais écrire un livre sur l'Orient. Quand il y a un sujet qui m'intéresse, je me plonge dedans, quel qu'il soit. Encore une fois, une pause avec la publicité, et puis de nouveau, avec vous. أصدقائي المشاهدين، نبعثكم على برنامج وراء الوجوه، والليلة نحاور الروائي الكبير أمين معروف. وقفة تاني مع الإعلان، بنرجع بنتابع هذا الحوار، خليكن معنا. الفقرة الثالثة من برنامج وراء الوجوه مع أمين معروف. La francophonie, la modernisation et les droits de l'homme sont autant de courants qui essaient de trouver l'unité parmi les peuples. Vous qui avez vécu une très grande ouverture sur les cultures, quelles sont à votre avis les chances de réussite de chacun de ces courants? Je ne les mettrai pas sur le même plan. Je crois que les droits de l'homme, c'est un mouvement de fond qui est apparu dans l'histoire lentement et tardivement. Et il y a encore beaucoup à faire, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais c'est un chantier pour tout l'avenir de l'humanité. Essayer de développer ces droits, de les comprendre, de les évaluer à chaque époque. La modernisation, c'est une notion qui est ambiguë. Je pense qu'à chaque étape, il y a des choses nouvelles qui apparaissent, et on a le devoir de faire le tri entre ce qui mérite d'être considéré comme un progrès et ce qui ne l'est pas. Tout ce qui est nouveau n'est pas un progrès. Et je pense que c'est une des principales tâches de nos sociétés, de chacun d'entre nous en particulier, de discerner dans l'évolution du monde ce qui est un progrès et ce qui est une régression, ce qui est du surplace. La francophonie, ça se situe à un autre niveau, c'est-à-dire la langue française est une langue parmi d'autres. Je n'ai pas le sentiment qu'elle ait un droit à apparaître comme ayant une vocation supérieure à celle d'une autre. Je pense que mon vrai combat, c'est pour la diversité culturelle et linguistique. C'est cela qui est essentiel pour l'avenir du monde. Et donc, il est important de promouvoir la connaissance des langues et la place de toutes les langues, qu'il s'agisse de la langue française, de la langue arabe, de la langue espagnole, et que l'anglais, qui est une langue que j'aime beaucoup, qui est ma troisième langue, comme elle est la langue, une des langues des Libanais. Et vous en particulier, vous êtes issu d'un milieu très anglophone. Et puis l'anglais, on a trop tendance à considérer que c'est simplement la langue, une langue uniquement d'échange et une langue d'usage superficiel. C'est aussi, pour moi, à mes yeux, une langue qui est une des langues de la poésie. Je pense que
c'est une des langues privilégiées de l'écriture poétique. Et donc, je n'aime pas l'attitude qui existe en France et ailleurs, d'ailleurs, de mener un combat contre la langue anglaise. Et moi, je ne le ferai jamais. Simplement, ce que j'essaie de faire et de dire, c'est que, à côté de la langue anglaise, qui est en train de devenir la langue prédominante dans le monde, il est essentiel de maintenir la place de toutes les langues, qu'aucune personne dans le monde ne se sente étrangère parce qu'elle parle une langue marginalisée. Il faut que chacun puisse accéder à tout ce que le monde offre à travers sa propre langue. Amin Maalouf, vous êtes l'écrivain messager de la tolérance et du rapprochement de culture. Cette tolérance que vous avez toujours défendue, est-elle toujours de mise aujourd'hui, au moment où la confrontation entre l'Orient et l'Occident bat son plein? Moi, je fais toujours la distinction entre mes rêves et la réalité du monde. Si vous me demandez si je rêve d'un monde où les cultures peuvent coexister, où les gens ne subissent pas la discrimination à cause de leur langue ou de leur origine ou de leur croyance ou de leur couleur ou de leur sexe, je dis que oui, je crois à cela et je me battrai toujours pour cela. Vous êtes engagé alors? Oui, pour cela, certainement et sans hésiter. Si vous me demandez est-ce que c'est ce que je vois quand je regarde autour de moi, je vous dis non, malheureusement, ce n'est pas ce que je vois. Le monde n'est pas en train d'aller vers plus de coexistence, vers plus de tolérance, vers moins de discrimination. Je pense que le monde traverse une période sombre. Et si je suis un homme réaliste, ce que je crois être, je ne peux qu'être inquiet. Je pense que le monde est en phase de régression dans beaucoup de domaines. Nous pensions qu'il allait y avoir un progrès dans tous les domaines, dans le domaine de la démocratie, de la liberté, des droits de l'homme, de la coexistence, de la capacité de comprendre l'autre. Et moi, je me suis employé effectivement à mon niveau, dans le cadre qui est le mien, à établir des petites passerelles. Mais je dois constater que le monde ne va pas du tout dans cette direction et que les gens qui pensent comme moi sont des marginalisés de plus en plus et ils ont l'air de naviguer à contre-courant. Mais c'est pas grave, il faut naviguer à contre-courant. À quel point le romancier peut être réaliste à 100%? Je pense qu'il ne faut pas perdre soi-même le sens de la réalité. Il faut tordre la réalité parfois, il faut imaginer des points de départ différents de ceux qui existent et essayer de voir comment les choses peuvent découler, comment un déroulement peut se faire à partir de ce qu'on a imaginé. Et donc on peut bâtir tout un monde de fiction, mais en même temps, je pense premièrement qu'il faut savoir regarder le monde et le comprendre, et même comprendre les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Il faut comprendre le monde, il faut pouvoir l'analyser. Et puis, il faut avoir une forme de rationalité pour pouvoir l'écrire. Et en tout cas pour moi, je suis quelqu'un de rationnel. J'aime comprendre les choses, j'aime que même dans la fiction, il y ait une causalité, une cohérence. Citoyen du monde, vous l'êtes, vous êtes porteur de plusieurs cultures, vous êtes ouvert à tout. Cependant, vous estimez que votre famille est votre seule patrie. Pourquoi? Je le dis avec un sourire, ce n'est pas une proclamation de foi. C'est vrai que j'ai une tendresse particulière pour ce lien familial, parce que c'est un lien qui ne débouche ni sur la violence, ni sur une forme d'exclusivité, ni sur une forme de discrimination. C'est un lien purement bénin. Des gens qui portent le même nom, qui sont vaguement issus d'un même ancêtre et qui, à cause de cela, se reconnaissent entre eux et ressentent une sorte de solidarité entre eux.
C'est vrai de ma famille, comme c'est vrai de beaucoup de familles. C'est une réalité, je pense, au Liban et d'ailleurs ailleurs, mais au Liban plus qu'ailleurs peut-être, qui est vécue. Et donc, c'est vrai que j'ai une tendresse pour cette forme de lien, mais bon, je n'en fais pas une montagne. Amin Maalouf, dites-moi, qu'est-ce qu'une identité? Pour moi, l'identité est faite de beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas envie de limiter mon identité à 2 ou 3 éléments pris comme ça grossièrement et schématiquement. L'identité de chacun d'entre nous est faite de beaucoup de choses. De son pays, à l'intérieur du pays, de certains éléments particuliers d'appartenance, de sa langue, de la communauté dans laquelle il est né, de ses croyances, de son parcours dans la vie. Pour moi, l'identité, c'est quelque chose qui se construit tout au long de la vie et qui fait que chacun d'entre nous est, en fin de compte, un être différent de tous les autres. Il n'y a pas 2 personnes dans le monde qui sont identiques. Et donc l'identité, c'est ne pas être identique à quelqu'un d'autre. Et comment vous définissez votre identité vous-même? Je ne la définis pas en quelques mots. J'ai envie de me dire, voilà, j'ai fait une fois dans un livre ce que j'ai appelé un examen d'identité. C'est-à-dire, j'ai commencé à imaginer tous les éléments de mon identité en disant, voilà, tout cela fait partie de moi. Alors il y a évidemment la langue, il y a la communauté religieuse, il y a le pays, il y a la profession, il y a toutes sortes de facteurs qui font que je suis quelqu'un et que chacun d'entre nous est quelqu'un de différent des autres. Mais il faut s'assumer en tant que personne différente de tous les autres plutôt que d'entrer dans une sorte de troupeau qui suit un mouvement qui ne vient pas de lui, qui ne vient pas de l'intérieur. Et je suis foncièrement quelqu'un qui est très indépendant et qui n'a pas envie de suivre une communauté ou un troupeau ou un parti. Je suis quelqu'un qui a envie de pouvoir à chaque instant décider pour lui-même et qui n'a surtout pas envie de commander à quelqu'un d'autre. Ça, c'est certain. Je veux personne au-dessus, personne au-dessous. Je veux être un homme libre et je pense que ça résume beaucoup ma vision de ma propre vie. Amin Maalouf, à travers les livres et les personnages, chacun de vos romans nous plonge dans une atmosphère humaine, psychologique, fortement teintée de passion, de courage, de liberté, d'aventure et de génie. Bref, une euphorie de sentiments dans une prose raffinée et coulante à la fois. Êtes-vous proche de vos personnages, que vous rendez d'ailleurs très proches vis-à-vis de nous? Je suis proche de mes personnages quand je les fréquente. C'est-à-dire, pendant que je suis en train d'écrire un livre, je suis obligé de m'identifier, au moins partiellement, à chacun des personnages. C'est un peu comme un acteur qui doit jouer un rôle, sauf que l'auteur doit jouer tous les rôles successivement. La seule différence, c'est que l'acteur, il porte le rôle, le temps d'un film, le temps d'un feuilleton. Mais l'auteur, il crée le rôle. Oui, mais il le crée aussi, il le porte le temps de l'écriture. C'est-à-dire, quand je suis en train d'écrire un livre, je m'identifie au personnage. Et parfois même, ça va très loin. C'est-à-dire, je commence à me comporter dans la vie un peu comme certains personnages principaux du livre que je suis en train d'écrire. Et une fois que le livre est terminé, pour moi, le cordon se coupe. Je n'ai plus de lien avec ces personnages. Si j'ai un lien, mais ça devient un lien historique. J'ai un rapport très particulier d'ailleurs. Quand je suis en train d'écrire un livre,
même si c'est un livre de 500 pages, il arrive un moment où je connais ce livre pratiquement par cœur. Pas tout à fait par cœur, je ne serais pas capable de le réciter, mais si vous me dites, vous me prononcez les deux premiers mots d'un paragraphe à la page 243 ou 128 ou 450, je sais de quel paragraphe il s'agit et je sais comment ça continue. Donc j'ai vraiment tout le livre à l'esprit pendant que je suis en train d'écrire. Et à l'instant où je vois le livre imprimé, j'évacue complètement de ma mémoire tout ce que je savais. Je ne suis plus du tout capable de mémoriser tout cela. Et j'oublie complètement. J'oublie parfois même les personnages. Je ne garde qu'une idée vague de ce livre, parce que c'est la seule condition pour que je puisse me plonger pleinement dans un autre livre qui va concerner d'autres personnages, une autre époque, une autre atmosphère. Qui vous ressemble le plus parmi tous ces personnages? Tous au moment où je suis en train d'en parler. Dans le périple de Baldassare, vous évoquez les croyances et les peurs liées aux sentiments de fin du monde à travers la figure d'un homme du XVIIe siècle qui hésite entre science et magie, astronomie et astrologie, superstition et foi. En quoi cet homme vous ressemble le plus? J'avais failli prendre comme exergue de ce livre, Le périple de Baldassare, une phrase de Goya qui disait « Le sommeil de la raison engendre des monstres ». Et c'est vrai que ce personnage et moi, nous avions peur, et nous avons toujours peur de cela, d'arriver dans un monde où la raison se perd et où apparaissent des monstres. Et c'est certainement une inquiétude permanente que j'ai depuis longtemps, et malheureusement pour longtemps. Vous êtes donc un homme superstitieux? Ah non, je ne suis pas superstitieux. Enfin, j'ai peut-être quelques superstitions, mais non, je ne suis pas. Je ne suis pas un homme superstitieux. Je suis... non, je suis plutôt quelqu'un de rationnel, mais en même temps, je suis attentif à tout ce qui arrive. C'est-à-dire, s'il y a un phénomène qui se passe et qui n'a pas d'explication rationnelle, je ne suis pas de ceux qui disent d'emblée, non, ça ne s'est pas passé comme ça puisque je ne le comprends pas. Je me dis, effectivement, il y a quelque chose d'étrange que je ne comprends pas. Il y a peut-être une explication simple, mais peut-être qu'il y a une explication beaucoup plus compliquée qui ne correspond pas à ma rationalité. Et je reste ouvert à une chose pareille. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt quelqu'un de rationnel. Je ne suis certainement pas quelqu'un qui risque de s'embarquer dans des croyances farfelues. Non, c'est vraiment pas... c'est vraiment pas mon genre. Non. Encore une question dans cette partie. À travers ces différents personnages, y a-t-il un visage universel qui se répète en racontant les différentes situations? Sans doute. Sans doute, je ne serais pas capable de définir avec précision, mais c'est vrai que dans beaucoup de personnages qui jouent des rôles importants dans mes livres, il y a quelque chose de moi, de mon parcours et de mes idées, forcément. C'est évident pour Baldassare, par exemple, c'est évident pour Léon l'Africain et pour Omar Khayyam, pour d'autres. Même des personnages historiques, quand je les reprends, je leur donne malgré tout, volontairement ou pas, des éléments de ma propre sensibilité. Et donc, oui, c'est vrai. الرواية أمين معلوف صياد الجوائز وأحد الكتاب الأكثر مبيعا في هذا العالم. نعود ونلتقيه بعد هذا الفاصل. خليكن معنا. نصل إلى القسم الرابع والأخير من حوارنا مع الرواية أمين معلوف عبر وراء الوجوه. Amin Malouf, la finesse de votre analyse et sa profondeur poussent à croire que vous êtes un fin psychologue. Sur quoi comptez-vous le plus pour puiser, pour peser et pour analyser? Je pense qu'il faut toujours compter sur l'instinct. Quand on a imaginé un personnage,
il faut essayer d'imaginer ses réactions. Il ne faut pas trop le codifier, il ne faut pas trop le statufier, il ne faut pas en faire une marionnette. Quand un personnage réagit toujours comme on a envie qu'il réagisse, comme on a prévu à l'avance qu'il va réagir, ce n'est pas très bon signe. Je pense qu'il faut qu'à un moment donné, on se laisse guider un peu par le personnage parce qu'il a sa propre logique. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas de recette en la matière. Il faut suivre son feeling, pour utiliser un mot qui exprime de plus près ce que la réalité. Comment se documente Ami Malouf? Comment se fait le choix des lieux, des personnages et des dates clés? Ça dépend des livres, en fait. Il y a des livres pour lesquels on a besoin d'une véritable documentation, parce qu'il s'agit d'une période historique, par exemple, et on a besoin de connaître cette période, de se familiariser avec cette période. Il y a d'autres moments où on a besoin beaucoup plus de construire un déroulement, un peu comme un scénario, pour pouvoir suivre l'évolution de personnages et de l'histoire. Moi, je fais partie des auteurs qui consacrent beaucoup de temps à la préparation. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça dépend des thèmes, ça dépend du tempérament de chacun. Mais moi, il est rare que j'écrive un livre sans passer plusieurs mois et parfois même plus d'un an ou deux à faire la documentation. Par rapport au dernier livre, par exemple, Origine, je me suis essentiellement intéressé aux archives familiales. Et donc, c'est un travail d'historien, en réalité, au sens le plus direct du terme. À d'autres moments, je me suis surtout basé sur des livres. Parfois, je vais sur place. Par rapport à ce dernier livre, j'ai fait un voyage à Cuba qui était important parce qu'il y a une partie de ma famille qui était à Cuba. Pour d'autres livres, j'ai fait des voyages. Pour Samarcande, par exemple, je suis allé à Samarcande. Ça s'imposait, je ne pouvais pas écrire un livre sur ce thème sans aller dans cette ville et sentir cette ville. Dans l'ensemble, j'essaie de me familiariser avec le sujet et je dirais même que c'est un des moments les plus agréables dans mon travail. Et quand on commence à écrire, on doit s'arracher un peu pour écrire. Mais quand on fait de la recherche, c'est un plaisir pur. Amin Malouf, vous dites que le Libanais aime son pays, mais cultive aussi la passion de l'exil. Est-ce le cas chez vous? Et après 30 ans de vie en France, est-ce que vous sentez toujours que vous êtes en exil? Au début de l'émission, vous avez évoqué le mot « la gherbe ». Pourtant, vous êtes quelqu'un ouvert à tout. Vous êtes un citoyen du monde et vous portez en vous l'Occident et l'Orient. Et d'ailleurs, vous luttez afin qu'il y ait une passerelle entre ces deux mondes-là. Pourquoi l'exil? Pourquoi toujours l'exil? Je ne suis pas quelqu'un qui parle souvent de l'exil. Si, je parle souvent de l'exil, mais je n'utilise pas beaucoup le mot exil. Ce n'est pas un mot qui revient souvent dans mon vocabulaire. C'est vrai que le mot « gherbe », en arabe, il a le sens de absence provoquant la nostalgie, en quelque sorte. L'émigration. Et c'est vrai que c'est une chose qu'on ressent. Moi, je ressens constamment une certaine nostalgie envers mon pays, envers mon village, envers le passé aussi. Mon enfance, les gens qui étaient autour de moi dans mon enfance et qui ont disparu. Et je suis quelqu'un qui essaie d'être positif. À partir du moment où il s'installe dans un pays, il a envie d'adopter le pays sans abandonner son pays d'origine, mais j'ai envie de m'impliquer pleinement. Mais en même temps, c'est vrai qu'il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas s'imaginer que les barrières disparaissent. Je pense qu'il y a toujours des choses qui vous rappellent que vous êtes un exilé. Je pense que tous les exilés le sentent, mais il ne faut pas
il ne faut pas en tirer de mauvaises conclusions. Je pense qu'il faut considérer que l'exil a des aspects négatifs, mais en même temps, c'est une ouverture sur le monde. Je pense que les Libanais, c'est vrai qu'ils souffrent de l'exil, mais ils sont heureux aussi d'être répandus partout dans le monde. Ils sont heureux d'avoir un bras du côté du Brésil, un autre du côté de l'Australie ou de l'Amérique du Nord. C'est une aventure superbe d'être partout dans le monde. Et je pense qu'on aurait tort de vivre cela comme étant simplement un malheur subi par le pays, même s'il y a toujours un aspect qui contient un malheur, une souffrance, une tristesse. Justement, après avoir mené l'enquête sur Boutros, votre aïeul, est-ce que vous êtes découvert vous-même? Oui, ce n'était pas mon but de me découvrir. J'avais envie d'abord de le découvrir, parce que c'est quelqu'un dont le nom était souvent mentionné dans la famille, mais on savait très peu de choses de lui. Et j'ai eu envie de reconstituer sa vie. C'était une figure intéressante pour toutes sortes de raisons, mais entre autres parce que c'est quelqu'un qui a hésité constamment entre partir et rester, et qui l'a écrit, et qui a, avec une argumentation rationnelle et émouvante à la fois. Et je m'identifie beaucoup à ce qu'il a dit, c'est-à-dire quand il dit qu'il ne faut pas partir, qu'on ne peut pas abandonner son pays, ses terres, sa maison, sa famille et s'en aller, je respecte énormément parce que je pense que c'est une attitude vraie et sage et admirable. Et en même temps, je sens à quel point il avait envie de partir parce qu'il souffrait, parce qu'il était complètement désillusionné par tout ce qui arrivait autour de lui. C'était l'Empire ottoman à l'époque, mais ça aurait pu ne pas être l'Empire ottoman, parce que ce qui est venu après l'Empire ottoman et ce que nous avons connu dans notre jeunesse et jusqu'à aujourd'hui suscite autant de désillusions que ce qu'il a connu lui-même. Et donc c'est vrai que je m'identifiais tout le temps à lui quand j'entendais certaines choses ou que je lisais certaines choses qu'il écrivait à propos de ses déceptions après la révolution turque, par exemple, ou à telle ou telle occasion. Je me sentais tellement proche, j'avais l'impression qu'on pouvait écrire ça exactement aujourd'hui. S'identifier à lui est une chose très normale, parce que moi j'ai relevé ici la plus belle phrase du livre, où vous dites « Nos ancêtres sont nos enfants. Par un trou dans le mur, nous les regardons jouer dans leur chambre, et ils ne peuvent pas nous voir. » C'est vrai que j'ai éprouvé une profonde émotion à l'égard de ses ancêtres. Il y a un endroit aussi dans le livre où je dis que vous avez été mes géniteurs et moi je suis en retour votre géniteur tardif ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai, j'avais l'impression qu'ils ont été mes pères et que je suis tardivement leur père à partir du moment où je les découvre enfants, grandissants, je les découvre jeunes, et j'ai une attitude protectrice envers eux. Ami Malouf, j'ai encore quelques questions à vous poser. On est un peu coincé par le temps. Je vais essayer de les poser un peu rapidement. Je vais vous demander si c'est possible de répondre rapidement. Et quand on a vécu au Liban, la première religion que l'on a, c'est la religion de la coexistence. Vous avez affirmé ça un jour. Aujourd'hui, est-ce que vous confirmez toujours cette affirmation? Bien sûr, moi je crois profondément à la coexistence. Je crois plus à la coexistence qu'à la religion, même si je ne suis pas hostile à la religion. Je pense que toute religion doit passer le test de la coexistence. Il faut que les gens puissent être à la fois croyants et pouvoir accepter que les autres soient différents. Si vous n'étiez pas né au Liban, où les rapports entre politique et religion sont étroits, les problèmes d'appartenance et d'identité battent leur plein, auriez-vous été ce que vous êtes aujourd'hui? Je pense que je suis le produit du Liban. Je pense que tout ce que je sens, tout ce à quoi j'aspire, tous mes idéaux sont ceux d'un Libanais qui a souffert de la guerre, qui a souffert de la division et en même temps qui a une expérience intime de la coexistence. Peu de gens à travers le monde ont une connaissance intime, une expérience intime des grandes religions qui se partagent le monde, comme les Libanais.
Et c'est ça qui nous donne un rôle privilégié et souvent des souffrances privilégiées. Pourquoi l'homme commet des crimes au nom de la religion? D'où provient cette identité meurtrière? Là, je ne vous promets pas de répondre en quelques mots. Je pense que ce serait une longue explication, mais je dirais simplement que les gens qui ont envie de commettre des atrocités, ils les commettent, quels que soient les prétextes qu'ils donnent. Là, on parle de religion, mais soyons justes. Je pense que d'abord, toutes les religions ont vu des gens, à certains moments de l'histoire, commettre des crimes en leur nom. Toutes les idéologies aussi, y compris les idéologies qui étaient hostiles à la religion, ont commis des horreurs bien pires encore. Tout au long de l'histoire, les hommes ont commis des atrocités et tout au long de l'histoire, ils ont essayé de les justifier par des raisons supérieures. Mais il faut que la religion puisse s'élever au-dessus de tous ceux qui commettent des crimes en leur nom. Amin Maalouf, on vous a baptisé, on vous a appelé le conteur de l'Orient. Ça vous plaît? Je ne le nie pas, je ne me serais pas défini comme ça, mais j'ai pris l'habitude qu'on m'appelle comme ça et ça me dérange pas. Amin Maalouf, c'est la quatrième fois depuis la mort de Georges Vedel en février 2002. Georges Vedel, conseiller juridique, membre du Conseil constitutionnel, membre du Conseil économique et social, consultant auprès du gouvernement français, que l'Académie française se réunit sans succès pour lui trouver un successeur. Vous avez failli être élu à ce fauteuil et devenir ainsi immortel. Étiez-vous confiant de remporter ce pari? Je pense que les choses doivent arriver en leur temps. Ça doit se construire sur le long terme. Disons qu'il y a un jalon qui a été placé. Je n'ai pas tellement envie actuellement d'avoir cette contrainte, parce que c'est pour moi une contrainte. Comme vous le savez, j'ai pris l'habitude de vivre à l'Île-Dieu une bonne partie de l'année, ce qui ne sera pas possible lorsqu'il faudra se réunir chaque jeudi, parce que ce sont les réunions de l'Académie, chaque jeudi de la fin septembre jusqu'à début juillet. Et moi, je suis quelqu'un de consciencieux. Si je m'engage, je devrais participer à ces réunions. Et donc, j'ai encore une hésitation. Je crois que je n'ai pas tellement envie de me présenter dans l'immédiat. Georges Vedel a été élu à 88 ans à l'Académie française. Je ne dirais pas que j'attendrai jusque-là, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu tôt pour moi. Inch'Allah, 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 arrive. Maalouf, j'arrive là à ma toute dernière question. Vous êtes messager de la langue et de la culture française. Après une longue vie, souhaiteriez-vous vous reposer au Panthéon ou à Ain Abou? Ain Abou. أنا بتشكرك على المشاركة بحلقة من برنامج وراء الوجوه. كانت طبعا سعادة لي إني حاورك إني ألتقي فيك. رح أطلب منك تنربح وقت ونربح من كلامك إنك توقع هذا اللقاء على طريقتك. تفضل. بالعربي أو بالفرنساوي؟ بالعربي. يعني حكينا عن مواضيع كثيرة وبلحظة بأكثر من لحظة من خلال اللقاء نسيت انه عاملين لقاء على التلفزيون وحكيت كانه بس قاعدين هيك اصدقاء وعم نحكي، ويمكن هذا افضل شيء ممكن يصير معي على التلفزيون، لانه ماني معود على التلفزيون ولا بكون مرتاح عاده على التلفزيون، بس نسينا التلفزيون شوي. هالشيء بيسعدني. أنا بتشكرك وبتأمل نرجع نلتقي قريبا سوا. بكل سرور. أصدقائي المشاهدين، كنا من باريس بضيافة الروائي الكبير أمين معروف. بتأمل تكونوا استمتعتوا بهذا اللقاء. بعود برجع بلتقي فيكم الأسبوع المقبل بنفس الوقت. تصبحوا على خير.